Le Club Radioscoop. Radioscoop. Ouverture du Club Radioscoop. Nouvel invité, nouveau DJ, nouveau producteur qui vient me rejoindre dans ce club en podcast et aussi en intégralité en vidéo sur notre chaîne YouTube. Elle s'appelle LB1. Salut LB1. Salut. On se check. Alors qu'on s'est déjà checké juste avant. Mais c'était pour la vidéo. Vous connaissez. Ça va ? Ça va, super. Je suis super content de t'accueillir ici dans le club sur Radioscoop. Ma première question en préparant l'interview. Là, comme ça, à chaud, est-ce qu'il y a une strat derrière le fait que t'aies 0 post sur Facebook et Instagram ? Oui. Et parce qu'on est à l'ère du numérique, à l'ère du digital, il faut absolument poster, il faut absolument avoir la validation sociale des gens. Avant de te présenter, avant d'apprendre davantage sur toi, il y a 0 post. Ouais. Et quelle est la strat ? En fait, c'est pas qu'il y a une strat, c'est juste que je l'ai fait pendant tellement d'années que je voulais pas être dépendant de ce système-là. Et je me suis dit, c'est beaucoup de travail, vraiment, de toujours poster, créer du contenu, etc. Et pour moi, je trouvais que c'était pas forcément essentiel à ce que je faisais. Ouais. D'autant que je préfère me focaliser sur les stories, ça fonctionne mieux. Et quand tu regardes, il y a de plus en plus d'artistes qui postent de moins en moins. Ouais. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? C'était surtout moi. J'étais pas là pour juger. Non, t'inquiète. Je jugeais pas. Mais moi, en préparant l'interview, forcément, quand on se pose la question, on cherche des infos et le premier endroit où on va chercher des infos, c'est sur les réseaux et aussi sur les gens qui t'identifient. Parce que aussi tu peux donner des interviews à d'autres médias mais là rien. Parce que je t'ai dit, surtout sur toute la période 2017-2020 où j'étais beaucoup en tournée, je postais tous les jours, vraiment. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je me suis rendu compte que c'était pas méga nécessaire. Tu vois, et que ça me prenait beaucoup de temps et que je préférais plutôt mettre ce temps-là à être créatif, à créer de la musique ou d'autres contenus dans différentes applications, etc., plutôt que de me focaliser, dire est-ce qu'on poste ci, est-ce qu'on poste ça. Et puis c'est de la production aussi. C'est-à-dire qu'il faut des photographes. Enfin bref, c'est tout un monde qu'on s'en on s'en rend pas forcément compte, mais en réalité... si on veut faire du beau, faire de la qualité, il va forcément avoir une équipe derrière. Hein. J'avais une équipe, c'est des gens avec qui je travaille toujours. Je pense à Dimitri Saint-Ambroise, qui est pour moi l'un des meilleurs photographes de Paris. Je préférais, effectivement, on en a parlé souvent, je préférais prendre ce temps-là à m'en occuper, à le prendre pour faire des choses beaucoup plus créatives dans mon domaine à moi que plutôt faire du clic. C'est pas ce qui m'intrigue. Et j'ai remarqué aussi que tu fais beaucoup plus de... Alors, on se pose beaucoup plus de questions sur toi quand il n'y a rien. Oui, bah oui. Plutôt que quand il y a énormément de choses. Parce que ça crée la curiosité. Exactement. J'ai jamais reçu autant de messages, donc je me suis dit, allez, vas-y, garde. Regarde, je commence l'interview, non pas en parlant du titre tout de suite, le titre qu'on joue sur Radioscoop, on va en parler bien évidemment, mais moi ça m'a intrigué parce que tous les artistes utilisent ce support. Alors pas tous. Pas tous, mais la plupart. On va dire les DJ aujourd'hui, que ce soit les DJ résidents, ceux qui veulent percer, ceux qui sont déjà confirmés, ils utilisent à fond les raisons. Il y a la grande mode des DJ qui racontent un petit peu leur histoire en mode storytelling. Il y a la grande mode des DJ qui se filment en train de faire un mash-up. Il y en a qui sont aussi qui utilisent l'humour. Là, il y a rien, mais ça suscite la curiosité. Et ça, c'est intéressant. Ceux qui me suivent depuis plusieurs années maintenant savent qu'à une époque, il fut un temps, c'était vraiment il y avait du contenu quasi tous les jours, quoi. Vraiment, et du contenu de qualité en plus, et franchement aujourd'hui, je dis pas que ça m'a saoulé ou quoi, c'est juste que je pense pas que ça soit ultra nécessaire. Et à titre en termes de statistiques, parce que moi j'aime bien les chiffres, tu vois, sur le dernier mois, j'ai eu 700 000 visites sur ma page Instagram alors qu'il y a 0 post. Tu vois. Il y a eu moi, je suis allé visiter. Donc, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok aussi. Ouais. Et TikTok, c'est différent. C'est une autre raison, TikTok. TikTok, j'ai construit une communauté, sur du contenu qui n'avait rien à voir avec ma musique.
je faisais des vidéos humoristiques et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai grossi ma page. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça n'avait tellement rien à voir que j'ai tout enlevé. En revanche, mon catalogue musical sur TikTok, c'est 2 milliards de vues. Ouais, ok, c'est impressionnant, ouais, parce que sans rien poster moi-même. Bah, on va en parler de ce catalogue musical. C'est des musiques qui ont cartonné dans l'Europe de l'Est. On va en parler. Mais je voulais commencer cette interview aussi pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup de jeunes DJ qui nous écoutent et que on n'est pas forcément obligé de poster. Exactement. On n'est pas obligé d'être à la course à l'idée du post. Aujourd'hui, il y a des exemples et je suis content de commencer comme ça pour dire que ne vous stressez pas, ne rentrez pas dans un engrenage à vouloir absolument poster. Faites votre taf d'abord et après les idées elles viendront au cours des années. T'es venu défendre ce morceau qu'on joue à fond sur Radio Scoop. Il s'appelle Tout donner. C'est la reprise de Gims. C'est une reprise très radio, mais aussi à la fois club qu'on peut jouer un petit peu partout. Est-ce que il y a une histoire et pourquoi avoir choisi ce morceau de Gims? Pourquoi? Tu sais, alors, c'est pas parce que je poste pas sur les réseaux que j'y suis pas. Non. Ouais. Et en fait, j'étais sur TikTok et je suis tombé sur la vidéo de Gims qui chantait Tout donner a cappella dans une émission. Je crois que c'était une émission de Ruquier le samedi soir. Ok. Il avait fait une séquence où c'était une version acoustique avec un guitariste. Ouais. Et j'avais tellement adoré. Moi, je me souvenais même plus de ce morceau. Je crois qu'il était sorti en 2014. Je crois que Gims l'avait sorti en 2014. Et suite à la vidéo, je suis parti réécouter l'original. Alors, je dis pas que j'ai été déçu. Je trouve qu'elle a mal vieilli. Tu vois. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas en faire quelque chose. Et l'élément vraiment déclencheur, c'est que mes enfants la chantent matin, midi et soir. Okay. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais peut-être leur faire plaisir. Et voilà, l'idée part de là. Premièrement, de la vidéo TikTok de Gims qui chante a cappella. Et deuxièmement, mes enfants qui la chantent tout le temps. Voilà. Excellent. Et après, tu t'es dit, tac, coup de cœur. C'est ça, ouais coup vraiment. De cœur. Et c'est parti en prod. T'as mis combien de temps pour produire C'était rapide. Hein. On est 3 dessus. J'ai des coproducteurs, des amis d'enfance avec qui, on a une équipe bien rodée. Et ça nous a pris quoi, une journée, même pas. Bon, plutôt une nuit. Et quand tu reprends un classique de chez Gims, t'as besoin j'imagine que t'as besoin d'autorisation. Comment ça se passe En fait, ça se passe pour clearer, pour avoir les autorisations? C'est un cover. Okay. Ok, d'accord. Tous les jours, tu peux voir sur Spotify et ces sites de streaming, t'as des millions de covers qui sortent à chaque fois. Ah ouais. En fait, c'est pas forcément des autorisations, c'est surtout quand nous on poste la chanson, tous les ayants droit originaux sont crédités en fait. Okay. Donc là, tout ce qui est récolté ira à l'équipe, à tous ceux qui ont fait tout donner. Sur la règle des covers, c'est comme ça que ça se passe. Ok. C'est la première fois que tu fais un cover? Non, t'en as fait. Non, t'en as fait d'autres parce que il y a eu celui-là, le Careless Whispers qu'on joue sur Radio Scoop, le She's Like to Win. She's Like the Win. T'es dans cette vibe de cover parce que t'as fait des titres aussi originaux. Moi, je vais te dire la vérité, je suis dans aucune vibe. Okay. C'est-à-dire que là, tout de suite, on a une idée, on l'a fait. En général, j'essaie de faire un original, un cover. Je trouve que les covers sont importants parce que tout le monde les connaît. Enfin, c'est en fonction du projet, tu vois. C'est des chansons que les gens connaissent, donc il y a déjà un rappel pour eux. Donc, je dis, ok, tu vois, c'était ça, je connais, j'ai kiffé déjà. Et puis, après, c'est juste l'histoire de mettre notre patte à nous, enfin, ma patte à moi. Mais non, il n'y a pas de vibe cover non-stop, non. Et donc il y a ce morceau qu'on joue à fond qui s'appelle Tout donner, une reprise de Gims. C'est une belle cover, bien club, bien radio, bien génération club comme on aime le samedi soir et le dimanche soir aussi, parce qu'on joue une émission je vous invite à l'écouter de 20h à minuit avec que des bons remixes, que des edits, des mashups, des bootlegs, et ça fait partie, les covers font partie de l'ADN de cette émission du dimanche soir. Donc LB1, c'est un DJ
un producteur. Ouais. On va partir sur la partie DJ. Ouais. Ça fait combien d'années que t'es DJ? Franchement, j'ai toujours été DJ. J'ai acheté mes premières platines, j'avais 10 ans. Ok. Et professionnellement, la première fois que j'ai mixé en club, j'avais 17 ans. Ok. Et j'en ai 37. Ouais. Donc, okay. On est de la même année. Ah ouais? Ouais. Ok. 88. Donc, 88, ouais. Donc ça fait 20 ans que je mixe. Ok. Ouais, ça fait longtemps, putain. et non, mais quel est le recul que t'as là sur tes 20 dernières années de mix? Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir? Ça dépend où. Ouais. Tu vois, toutes les tournées qu'on a fait dans l'Est, c'était assez exceptionnel. On a découvert des endroits en plus où peu d'entre nous allaient. Ah ouais. Tu vois, donc là-bas, c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Et après, sur la question sur la France, ça fait longtemps que j'ai pas mixé en France. Je me suis réservé un peu le temps de pouvoir m'occuper de la production et puis aussi de ma vie de famille. Mais voilà, c'est pas dit que je retourne pas derrière les platines. Ça fait partie de moi. Avant tout, je suis DJ. Ouais. Je me suis mis à produire quelques années après. Mais le cœur de ma passion, c'est parce que le DJ. Tes productions, on sent que tes productions, c'est fait pour que les gens. C'est fait pour les jouer, bien sûr. C'est fait pour les jouer, c'est fait pour que les gens s'amusent. Ouais, c'est vrai. Après, effectivement, j'aime bien, tu vois, je trouve ça fascinant. Nous, alors, on est de la même génération, tu vois, on a, donc du coup, dans notre jeunesse, tu vois, on a suivi toute l'épopée de cette French Touch et de la dynamique de groupe. Moi, j'aime bien le rappeler ça parce qu'aujourd'hui, on l'a plus. Tu vois. Il y avait une dynamique de groupe à l'époque avec tous les grands noms qu'on connaît. Et aujourd'hui, par exemple, tu vois, cette dynamique-là, elle est en Angleterre. Tu vois. C'est là-bas que vraiment, ils tabassent tout. Carrément. Et tu le vois, c'est surreprésenté d'ailleurs à Ibiza, parce que l'été à Ibiza, il y a beaucoup de DJ anglais, il y a beaucoup de clubbers anglais. Et je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas, nous, ici, cette même dynamique, parce qu'il y a du monde, il y a du beau monde. Mais je pense que le marché aujourd'hui en France, il est un peu déréglé. Il est déréglé parce que c'est devenu très cosmopolite. Il y a des DJ influenceurs, il y a des DJ télé-réalités, je veux pas cracher dessus, mais il y a des filles d'eux, des fils d'eux, des trucs. Tu peux pas apporter une crédibilité comme ça. Malheureusement, je pense, c'est mon avis. Il y a pas ça n'existe pas ça en Angleterre? Non, la plupart, tu regardes la dynamique de groupe, c'est la même que celle qu'on avait nous il y a 20 ans ici à Paris. Enfin, en France en général. C'était un groupe de DJ, producteurs, crédibles, talentueux, avec une histoire, une culture électro. En Angleterre, ils ont des Pausa, les Prospa, les Christosi, les Fred Again. C'est trop, tu vois. C'est exceptionnel à voir. John Smith, il est pas anglais aussi? Je sais pas, je crois qu'il est américain. Américain. Bon, et pareil, en fait, si tu veux, mais c'est bien que tu dises ce nom-là, parce qu'en fait, tous les noms que je viens de citer, on est sur une mouvance un peu tech house, tu vois. Donc vraiment très club. Et moi, je suis le premier fan. Quand j'observe, tu regardes juste sur Internet, pour ceux qui ont déjà vu peut-être, tu tapes Chris Stussy, je sais plus c'était quelle boîte en Angleterre. Il y a un passage qui est devenu viral d'un show à lui, où les gens, les clubbers sont mais comme des malades mentales. Tu regardes la vidéo, tu te dis ah ok d'accord, c'est comme ça que ça se passe en Angleterre, tu vois. Et tu vois à partir de ce moment-là nos lacunes à nous ici en France. Mais en France aussi, on a quelques groupes qui marchent bien. Oui, bien sûr. Alors, là, je parle dans notre région, Tony Romera qu'on a déjà reçu ici. Tony Romera avec son nouveau label, il a créé un groupe et il fait une tournée en France avec son propre style. Et je trouve qu'il y a ce côté groupe, team, confrérie autour d'un style. Et ça tombe bien, c'est aussi le style de Tech House. Et c'est ça qui est important. Et c'est aussi une leçon qu'on peut donner aussi à ceux qui nous écoutent et aux jeunes qui peuvent nous écouter, c'est de travailler en bande, travailler en bande. Mais ce qu'on disait aussi en antenne juste avant forcément on parle avec les invités, c'est qu'il y a aussi du business derrière. Tu parlais, DJ, influenceur, fils ou fille d'eux. Il y a tout ça, c'est pour aussi générer en fait, de l'argent et que les sociétés soient rentables. Ils ont des audiences à la base, parce qu'ils viennent d'univers où ils ont déjà créé une audience. Voilà. L'idée pour eux, c'est après, qu'est-ce que je fais de cette audience? Quand tu sors de télé-réalité, le truc le plus simple, le plus facile, ok, je vais être DJ. Voilà. C'est pour Ils sortent pas tous de télé-réalité. Ils sortent pas tous, non, mais bon,
il y en a beaucoup quand même. Toi, t'as percé en Europe de l'Est avec deux morceaux. Il y a un des clips qui fait 13 millions de vues. Les chiffres, ils donnent le tournis. Je les ai pas tous appris en tête. Tout à l'heure, t'as parlé d'un chiffre 2 milliards de vues TikTok sur ton catalogue musical. Beaucoup en Europe de l'Est. Comment tu l'expliques ça? Il y a eu aussi sur TikTok, il y a eu aussi une percée d'un titre qui s'appelle My Mother Told Me. Okay. Et celui-ci, il a, je crois, 250 millions de vues. Et ça, par contre, c'est principalement des États-Unis. Okay. Et après, en fait, ce qui est incroyable avec ce montant encore incroyable, c'est que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Parce que mes droits étaient administrés en Russie par une compagnie. Okay. Et en fait, le contrat s'est arrêté. Donc, tu sais, quand on administre des droits dans un pays, tu peux pas avoir accès à ça. Tu sais, quand tu vas sur une chanson, il y a marqué « Cette chanson n'est pas disponible dans votre région ». Ouais, mais c'était qui avait les droits alors? C'était la maison de disques là-bas en Russie. Ok, d'accord. Du coup, le contrat s'est terminé, j'ai récupéré, j'ai vu. Ah ouais, d'accord. T'as pu récupérer des trucs en Russie, toi? Que dalle. Que dalle. Je missionne n'importe quel avocat qui nous écoute. T'as récupéré que des chiffres? Moi, c'est important pour moi, les chiffres. Okay. Statistiques. Parce que c'est ce qui permet. T'as pas rapporté de la moula, quoi? Aucune moula. Mais genre vraiment, presque zéro. Vraiment. Okay, et en plus, je sais pas si je peux raconter comment ça s'est passé, mais en plus, on m'a fait comprendre que non, oublie, il y aura rien, tu vois. Ok. Donc. Malheureusement, le système d'administration, de gestion de droits d'auteur en Russie n'est pas le même. Ah ouais, j'imagine. Mais j'imagine que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais. Quand j'ai vu les chiffres, quand j'ai commencé à buzzer là-bas, je me suis dit ça y est, je suis millionnaire. Et puis pas du tout en fait. Ok, d'accord. Du coup, ça t'a pas desservi, mais. Non, parce qu'après on a fait des tournées. T'as fait des tournées. Voilà, okay. On a fait des tournées. On a terminé sur un magnifique concert à Moscou, à côté du stade où la France a gagné la Coupe du Monde en plus. Et un concert de 200 ou 300 000 personnes, c'était vraiment incroyable. Mais je trouve ça dingue. Mais petit aparté, je vais donner mon opinion. Je trouve ça dingue que des artistes français qui produisent de la bonne musique, ils percent à l'étranger. Je pense à d'autres DJ qui sont venus nous passer une tête en interview. Je pense à Antoine Chambe qui était venu, je sais pas si tu connais, c'est un producteur, et il perçait en Indonésie, en Asie, et pas en France, il y avait des streams en France, mais pas autant que dans des pays étrangers. Comment tu l'expliques ça, qu'il y a des DJ français, des producteurs qui marchent bien à l'étranger, mais pas dans leur propre pays? Nos deux plus grands DJ français, en termes de chiffres, en termes de stats, qui sont David Guetta et DJ Snake, les deux ont percé d'abord à l'étranger, tu vois. Ouais. Surtout DJ Snake, il a Turn Down for What, c'est aux États-Unis que ça a démarré. Et moi, je pense que déjà, tout simplement, la France a une image tellement exceptionnelle. Elle est tellement bien vue et c'est tellement gage de qualité à l'étranger que déjà ça facilite les choses. Après, je pense que c'est une question de chance. Je sais pas si c'est une question de chance. L'image de la France à l'étranger, gage de qualité. Gage de qualité. Mais à l'intérieur de notre pays. Non, nous c'est différent. Nous on s'écrase. Nous on est chiants. Nous on s'écrase entre nous. Mais comment dire, moi quand je vais en Russie, j'observe que les gens, quand j'étais reçu dans les plus grosses émissions de radio, de télé, tout ce que tu veux, on parlait beaucoup de la France, tu vois. Il y avait, moi, je voyais la fascination que ça a généré chez les gens juste d'évoquer le mot France. Quand les interviews se terminaient, on me disait, tu peux parler français, s'il te plaît. Ils voulaient juste entendre. Ok, d'accord. Tu vois. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des endroits dans le monde où la France est tellement synonyme de fascination, d'émerveillement, de tout ce que tu veux, que je pense que ça joue beaucoup. Ensuite, il y a aussi une créativité en France, une qualité musicale. Là, on parle que sur de la musique, qui fait que ça cartonne aussi à l'étranger. Je pense que le son avec lequel j'ai eu du succès, le premier son qui est Across the Water, sorti en 2017, c'est le premier qui a cartonné là-bas, a été numéro 1 en Ukraine et après en Russie. Celui-ci aussi avait des sonorités qui étaient très prisées là-bas dans cet environnement. Tu vois. Ça aussi, ça joue.
Okay. Moi, je l'ai pas fait dans ce but-là. Il y avait des codes qui marchaient là-bas. Exactement, il y avait des codes qui marchaient. C'était pile poil à un moment donné où ce style de son-là fonctionnait là-bas. Et c'est parti comme ça, en fait, vraiment. Après, le deuxième track, Tired Bones, lui, vraiment, c'était un raz-de-marée. Un raz-de-marée, vraiment. Genre, je pense sincèrement, quand je dis le pays entier connaît la chanson, c'est réel, tu vois. C'est exceptionnel ce qui s'est passé. Pourtant, la Russie, c'est un gros pays, quand même. C'est un énorme pays. Moi, au début, tu sais, je dis pas que j'étais dégoûté parce qu'en fait, tu sais, t'as toujours cette envie de d'abord percer chez toi, c'est normal, tu vois. Je me suis dit, tu vois, l'un de mes objectifs numéro 1, c'est que les gens en France connaissent ma musique parce que ça fait tellement longtemps que je fais ça. Parce que t'es français. Et quand j'arrive là-bas en Russie, que je vois l'ampleur, parce que tu vois l'ampleur, tu vois. Tu sais, quand les gens ils t'attendent à l'hôtel et tout, je me dis, mais comment c'est possible? Et après, j'étais avec justement mon pote Dimitri qui me disait, mais tu sais que la Russie, c'est combien de fois la France? Tu vois? Et on faisait une émission de radio, et tu vois, il y avait c'était en direct, en live cam, en direct, tu vois. Et il y avait marqué 30 millions en bas. Et je dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est le nombre de gens qui te regardent là maintenant. En direct. Un truc de fou. La webcam de la radio, pas la télé, la webcam de la radio. 30 millions. Et c'est là où je me suis détendu, tu vois. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, c'est bon. Bon, en même temps, en Russie, ils ont pas autant de médias que nous, hein. C'est pas. Ils sont pas. Franchement, ils en ont beaucoup. Ok. Dans des thématiques dance et tout. Je sais pas, je te dis juste le nombre de jingles radio que j'ai fait. Ça m'a pris une après-midi. Ouais, truc de fou. LB1 est avec nous dans le club sur Radio Scoop. Je suis très content de te recevoir. Merci. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ton nom de scène, LB1. Ton nom de scène. Vraiment, il est là depuis toujours. Depuis toujours, quand t'as acheté tes platines à 10 ans. C'est vraiment un nom que j'ai. T'as vu une référence Même pas. J'ai un truc tout simple. Mon oncle à l'époque m'a dit, pourquoi tu t'appelles pas LB1? Voilà, en fait, c'est drôle parce que c'est des consonances. Le L, c'est ton prénom. Ouais, c'est mes initiales, c'est simple. C'est tes initiales, ouais. Tout simplement. Et en fait, c'était les noms de l'époque, en fait, tu vois. Il y avait, enfin, en tout cas, dans mon environnement, t'avais des DJ. Moi, j'ai commencé un peu urbain hip-hop et tout, parce que j'ai grandi à Saint-Denis, au nord de Paris. Et Et c'est la ville d'NTM, et c'était pile poil l'année où NTM avait sorti son album Supreme NTM, donc il y avait que ça partout, et en fait leur DJ s'appelait SB1. Bah ouais, c'était dans les années 2000, ça. 98, voilà. Fin 90, ok. Fin 90, donc moi, là, c'était Baggy, c'était pile poil 10 ans. Je me souviens que j'avais acheté une platine, j'étais content, j'avais même pas de vinyle. Je savais même pas comment ça fonctionnait, je sais même pas pourquoi j'ai acheté cette platine. Et parfois, tu vois. Et je suis parti acheter chez un disquaire sur les Champs-Élysées. À l'époque, c'était le Virgin Megastore, ça n'existe plus. Et en fait, je regardais tous les vinyles, bien évidemment que j'en connaissais aucun. Et en fait, le seul vinyle que je connaissais, c'était celui d'NTM, That's My People. Et je l'ai acheté, et tout part de là. Hein. Franchement, vraiment, tout part de là. Culture hip-hop à la base. Culture hip-hop, 100%, ouais. Donc, dans l'ADN, dans tout. Culture hip-hop. Et c'est quoi qu'est-ce qui s'est passé pour passer en fait, après... Parce que là, on s'est jamais vu. Ouais. Et de ce que moi j'ai pu voir sur internet, sur ta page Wikipédia, parce que t'as une page Wikipédia, je sais pas qui l'a mis à jour. C'est toi qui l'as mis à jour? Non, mais j'aimerais bien voir ce qu'il y a dessus. Ah, mais il y a vraiment une page Wikipédia, regarde. Elle est là, la page Wikipédia. Tu la connaissais pas, la page Wikipédia? Je savais qu'il y en avait une, mais je savais pas qu'elle était fournie comme ça. Après, j'ai travaillé avec beaucoup de labels dans ma carrière, donc je pense que ils ont dû mettre à jour. C'est pas toi qui l'as mis à jour, c'est sûr. Moi non, j'ai pas mis. Donc il y a une page Wikipédia avec ton vrai... Je regarde, je suis en train de lire. Tu la lis en même temps? Non, c'est bon, 14 juin 88, c'est bon? Je sais que j'ai reçu un mail il y a pas longtemps de confirmation. Mais c'est très fourni. Comment tu passes de DJ urbain à la musique électronique? Genre, il a à 15 ans, ouais. Parce qu'en fait, je traînais à Châtelet, qui est à Paris, pour ceux qui connaissent,
à cette époque-là, il y a en 2003, effectivement, Châtelet, c'était vraiment le berceau de la musique électronique, de la house précisément. Ouais. C'est là-bas qu'il y avait les studios d'une célèbre radio qui s'appelle Radio FG, qui est vraiment la radio électronique. C'est des confrères, parce qu'ils sont dans le même groupe que nous, les radios. Voilà, c'est vraiment à cette époque-là, Radio FG, c'était peut-être pas les seuls, mais j'en sais rien. En tout cas, ils étaient très précurseurs dans la musique électronique. C'est la radio de référence. C'est la radio des DJ exactement. Et de la musique électronique. Il faut savoir que dans ce même quartier-là, il y avait les bureaux de David Guetta, de Joachim Garraud, tout ça. Dessus, ouais. Et en fait, si tu veux, dans tout cet environnement-là, t'avais plein de gens qui écoutaient ça. Il y avait un disquaire aussi qui était très connu. Et comme moi, je travaillais là-bas le week-end. J'avais un petit job le week-end. Et en fait, à toutes mes pauses, j'allais dans le disquaire là, et j'ai découvert à ce moment-là des titres qui m'ont chamboulé, vraiment. Et j'ai mis un pied, 2 pieds, et après ça y est. Après c'est parti. Après c'est parti. Il y a un titre vraiment moi qui m'a traumatisé, c'est Lego, El Ritmo de Verdad. Voilà, 2002. Ok. Et quand j'ai entendu. C'est ce disquaire-là qui t'a fait découvrir. Ouais, c'est ce disquaire-là. Ouais. Ok. Donc en fait. Et t'as tout de suite senti, en fait, les sonorités hip-hop. Ok, ça c'est pour mon kiff. Ouais, mais vraiment là, la musique électronique, ça t'a tout de suite transporté et t'as eu une vision. Je suis parti. J'ai été dans ce fameux disquaire. Il y en avait un autre qui était très connu à Bastille, qui s'appelait Techno Import. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que tu avais vraiment tous les plus grands DJ qui allaient acheter leur vinyle là-bas. Et j'ai acheté, il m'avait fait une sélection de vinyles. Je suis rentré, je les ai mixés, j'ai plus jamais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, tu vois, aujourd'hui, moi, je suis un très grand fan de la Swedish House Mafia. Tu vois. Ouais. À cette époque-là, voilà, moi, mes influences électroniques, elles sont beaucoup suédoises. Et en fait, les vinyles que j'achetais à ce moment-là, c'était les débuts des gars de la Swedish House Mafia. Ils avaient des pseudonymes. Ça, c'est des choses que j'ai découvert après. Parce qu'en fait, et la Swedish, ils n'étaient pas formés encore. Non, ils n'étaient pas formés. Okay. Mais si tu veux, j'avais, par exemple, l'un des premiers vinyles que j'ai acheté, c'était un vinyle d'un artiste qui s'appelait Mod Hookers. Ok. Et en fait, en tout petit en bas, il y avait marqué by Steve Angelo et Sebastian Ingrosso, qui sont les membres de la Swedish House Mafia. Et donc, du coup, eux, ils étaient à leur début. Ils sortaient des vinyles comme ça, électro et tout. Et en fait, tu vois, j'ai été pris dans cet élan comme ça d'électro, des DJ suédois. Et je les ai pas lâchés parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis un immense fan. Tu vois. Donc, je suis tombé vraiment là-dedans à ce moment-là, ouais. LB1 dans le club sur Radio Scoop. N'hésitez pas à aller voir sa page Wikipédia. Elle est fournie, mais ses réseaux sociaux, moins. Mais il est toujours très efficace sur les plateformes de stream. Donc, allez écouter ses morceaux. Le succès que tu as eu en Russie, ouais, grâce à plusieurs titres, je reviens sur la Russie. Ouais. Quelle porte ça t'a ouvert en dehors de l'endroit où tu as eu du succès? Parce que généralement, quand on a du succès, dans tel ou tel pays, tu as fait des tournées, tu es allé voir des radios. Est-ce que ça t'a ouvert les portes d'autres endroits qui étaient inaccessibles? En fait, c'est assez exceptionnel parce que faut savoir pourquoi ça s'est arrêté. C'est qu'en fait, si tu veux, moi, je fais 3 ans de tournée. Je reviens, il y a le Covid. Je m'en sors parce que je sors le morceau Viking qui est un succès stream tout seul de son côté. Ouais. Donc, le Covid se termine. Je reçois toutes mes demandes de dates en tournée pour la Russie. Ouais. Et le conflit démarre. Tu vois. Donc, en fait, plus rien. Donc, aujourd'hui, tu peux plus aller là-bas. Je peux plus. On me propose tout le temps. Je pense qu'il est plus raisonnable de pas y aller. Après, si c'est pour à chaque fois me faire bloquer, tu vois, dans les douanes, des trucs comme ça, j'ai pas envie. Je veux pas susciter ni de problème ou quoi que ce soit. Et en fait, donc, est-ce que ça m'a ouvert des portes? Clairement pas, parce que c'est quelque chose qui s'est arrêté. En revanche, ça m'a mis une très forte crédibilité. Parce que forcément, tu vois, 4 millions de Shazam, c'est 4 millions d'humains qui ont pris leur téléphone et qui se sont dit, attends, c'est quoi ce morceau-là? C'est dingue. Donc du coup, quand toi, après, tu te présentes quelque part, tu dis, voilà, j'ai ça, ça fait la différence. Ça peut faire la différence, en tout cas.
Et ça, j'en suis fier, tu vois, vraiment. Ah, mais ça, c'est incroyable. C'est vrai qu'il y a une reconnaissance ultime. C'est vrai que je regarde pas assez les stats Shazam, mais c'est vrai que c'est. Pour moi, Shazam, c'est assez dingue. Pour moi, Shazam, c'est la meilleure reconnaissance. Parce qu'effectivement, c'est un jour un gars ou une fille qui a mis pause dans sa vie, tu vois, qui a pris son téléphone. Ouais, attends, qui a dit attends, j'aime ce morceau. Tu vois, tu le Shazam. Et 4 millions. Et que ça rend complètement fou quand ton Shazam, il le trouve pas. Ouais, bah, t'imagines, ouais. Donc, du coup, non, Shazam, pour moi, c'est l'ultime reconnaissance, vraiment. Là, pendant cette période, et même en dehors pendant cette tournée, t'as eu des galères de transport, des galères de. Il nous est arrivé des trucs de ouf. Non, mais genre, vraiment. Quand je te dis, franchement. Il y a toujours des trucs de ouf, quoi. Je pèse mes mots. Non, mais genre, vraiment. Et tu vois, nous, quand on arrive en Ukraine, j'ai une date à Odessa. Ok, c'est en Ukraine, ça. Odessa, en Ukraine. Ok. On arrive et en fait, alors on est en 2018. Ce que nous, on ne sait pas en Europe centrale, c'est que le conflit, il a déjà commencé. Il a toujours été, il a toujours été là entre l'Ukraine et. Il s'est intensifié à partir de 2014, tu vois. Ouais. Donc en fait, nous, on arrive et déjà, on voit un dispositif de sécurité pour nous qui est pas normal, tu vois. Genre, t'as un van, t'as quatre agents de sécu et tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on ouvre le coffre pour mettre nos valises, plein d'armes. Voilà, plein d'armes dans le coffre. Et le truc, c'est que tu vois, nous, on est vraiment des petits cons. On n'avait pas capté l'importance, en fait. On s'est dit, vas-y, c'est peut-être pour rigoler, j'en sais rien. Et je lui dis, pourquoi il y a des armes là? Il me fait, on est en guerre. Ok, d'accord, très bien. On rentre dans le van. C'est la guerre. Ouais, c'est la guerre. Non, mais t'imagines. Non, mais nous, là, quand je te dis, on est vraiment des petits cons, c'est que nous, on les a pris, on faisait des photos avec et tout. Tu vois, voilà. Okay. Voilà, des petits cons. Et en fait, on monte dans le van et tu vois le vide-poche là. En fait, on voit qu'il y a un sac. Tu vois. Donc, Dimitri, mon photographe, qui est aussi con que moi, il ouvre le truc des grenades. Il sort une grenade comme ça. Une vraie. Et moi, je lui dis, putain, ouais, une grenade et tout, trop bien, viens, attends, je prends des photos et tout. Et en fait, le gars, l'agent de sécu et le chauffeur, ils nous voient dans le rétro. Ils pilent, ils hurlent. Genre, touchez pas ça, qu'est-ce que vous faites? Et en fait, c'était une vraie grenade, tu vois. On avait des grenades, genre, devant nous. Et c'est là qu'on a commencé à dire, bon, ok, je crois qu'en vrai, il se passe un truc ici un peu louche, tu vois. Mais nous, on prend les trucs tranquilles, tu vois. Il nous a déposé et on lui a dit, s'il te plaît, on peut faire. Il y avait un bazooka. Il y avait je sais pas, comment t'appelles ça, comme un bazooka. Un lance-roquette. Un lance-roquette, voilà. Il y avait un lance-roquette dans le coffre. J'ai les photos, j'ai tout. Je les avais même postées. C'était n'importe quoi. On faisait des photos avec le lance-roquette. La date s'est bien passée. La date s'est super bien passée. C'est ça. C'était la guerre. C'est ça qui est paradoxal là-bas, c'est que on n'avait pas capté, parce que nous à ce moment-là, on n'avait pas conscience qu'il y avait un conflit important qui se déroulait là-bas, tu vois. Mais effectivement, c'est une des anecdotes, voilà, assez cocasse qu'on a eu là-bas. Là aujourd'hui, t'es venu défendre le titre qui s'appelle Tout donner. C'est quoi les échéances, les prochains mois, les prochaines années? C'est de continuer à sortir des titres dans la même vibes, et repartir mixer dans des festoches ou des clubs. Bien sûr. Je veux pas faire ça. J'aimerais bien faire ça correctement. Mais déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que on est tellement créatifs, mon équipe et moi, qu'on a déjà au moins une vingtaine de tracks qui sont prêts. Le 10 avril prochain, je sors un nouveau titre qui va être cette fois-ci un cover de Bad Bunny. Ok. Voilà, je me suis dit, j'ai fait le numéro 1 France en cover, maintenant je vais faire le numéro 1 monde, tu vois. Le 10 avril, tu le sors. 10 avril, ouais. Ok. Le 10 avril, ouais. Loquer les passos. Là, au moment où on enregistre l'interview, on est le 30 mars. 30 mars. Mais là, quand ça sera diffusé, ce sera le 17 avril. Okay. Donc, ça sera déjà sorti. Ça sera déjà sorti alors. Voilà. Déjà sorti. Donc là, t'as sorti un nouveau morceau. J'ai sorti un nouveau morceau. Là, t'as sorti un nouveau morceau. Cover de Bad Bunny, Loquer les passos à Hawaï. Et voilà, moi perso, j'adore. Donc, cover de Bad Bunny, c'est totalement dans la vibes. Complètement, en fait, tu vois, c'est assez similaire avec Tout donner, en tout cas pour moi dans les sonorités.
Et comme je te le disais, après me m'être attaqué au numéro 1 français, je me suis fait le numéro 1 monde, tu vois. En vrai, je regardais le Super Bowl. Encore une fois, le passage, en fait, c'est le passage où Ricky Martin il chante. Donc le morceau qui s'appelle Lo que le pasó a, ouais. Et j'adore tellement ce morceau que je me suis dit, bon, allez. Le problème, c'est que moi, j'ai le syndrome de ce que j'aime. C'est-à-dire que j'aime tellement que j'ai envie de le refaire, tu vois. Ça m'est arrivé vraiment plein de fois. Et si tu veux, il a ce morceau-là de Bad Bunny, il est très lent, il est très mélancolique, assez triste parce qu'il y a un fort message politique dans cette chanson. Et du coup, je voulais juste, moi, le rendre un peu plus joyeux, quoi, tout simplement. Voilà. Il sort le 10 avril. Il est sorti le 10 avril. Mais on va le jouer sur Radio Scoop sans problème. Est-ce qu'il y a déjà des dates pas encore. Des dates pour les morceaux à venir, ouais. Alors, ou des dates où on va te voir jouer. Tout ça, c'est en discussion pour l'instant. Ok, d'accord. Ouais, tout ça, c'est en discussion. Donc là, tu te consacres plutôt à la... Ouais, je préfère. Pour l'instant, je préfère. Le jour où je redémarre, c'est pour vraiment des dates intéressantes déjà. Et si tu veux, je veux repartir un peu sur la même dynamique que j'avais à l'époque. Si je peux faire monter la sauce en attendant en termes de production, de manière à ce que je puisse me vendre aussi de manière plus intéressante aussi. Ça aussi, ça joue. Et ben nous, on est à fond avec toi. Nous, on joue ton morceau. Nous, on joue tes titres. Merci. Et on va te suivre jusqu'au bout. J'espère qu'on aura l'occasion de te faire venir. Pourquoi pas sur un plateau artiste. Avec plaisir. Enfin, jouer tes prods. On va en parler avec le boss de la programmation musicale de Radio Scoop. LB1, c'était un plaisir. Merci on beaucoup. en sait un petit peu plus sur toi. Parce qu'il y a rien sur les réseaux, mais c'est voulu. Fantôme. C'est une stratégie pour pouvoir aller chercher les bonnes infos et surtout, appelez-le, voilà, appelez-le directement pour avoir des infos sur lui. Non, mais voilà, comme ça au moins, là vous avez une interview parce qu'il n'y a pas d'interview de LB1. Je les reprends, même ça, je les reprends là. Là, c'est sa première interview depuis. Parce que j'en faisais pas. Je voulais pas. Tard à l'époque. Hein. Je trouvais que les interviews c'était compliqué dans le sens où ça vieillissait mal, tu vois. Ah ouais. Mais non, là, je suis dans une optique où, tu vois, j'ai envie de faire de la promo. J'ai surtout envie de tout casser. Là, j'ai plus le temps. Je suis dans une dynamique. Dernière question, t'as envie de tout casser parce que t'as envie de prendre une revanche. Alors, je sais pas de quoi, ou parce que tu vois que aujourd'hui ça stagne un peu au niveau des DJ, ou t'as vu quelque chose qui t'a marqué. C'est un tout. Il y a ma revanche personnelle dans le sens où ça fait longtemps moi que je fais ça, tu vois. Là, t'avais pris une petite pause aussi pour toi personnellement. Exactement, voilà. C'est ça. Et en fait, si tu veux, à partir du moment où tu mets un pourquoi à tes ambitions, à tes objectifs, moi j'ai toujours fait ça un peu de manière passive. Pourquoi? Je savais pas forcément. C'était ma passion. C'est une passion que j'ai depuis que je suis enfant. Mais le fait aussi d'être père de famille aujourd'hui, ça a changé beaucoup de choses, tu vois. J'ai aussi envie de le faire pour eux maintenant. Donc quand je dis mettre un pourquoi à ces objectifs, pour moi c'est une révolution. Mais j'ai vraiment envie de tout péter maintenant. Tu as combien d'enfants? 3. 3 enfants? Ouais, 3 enfants. Dans quel âge? 8, 7, 6. Waouh. Derrière les Tu vois pourquoi je veux tout péter ou pas? Ah ouais, les enchaîner. Bah génial, magnifique. Mais effectivement c'est important. Je pense pas être quelqu'un de suffisamment important pour donner des conseils ou quoi que ce soit. Je veux juste dire que mettre un pourquoi à ses objectifs, c'est aussi quelque chose qui est essentiel aujourd'hui, en tout cas. LB1 dans le club sur Radio Scoop, ça a été un plaisir de te recevoir. Tu reviens quand tu veux. Tout donner est sur Radio Scoop. Et aussi la nouvelle cover de Bad Bunny. Elle est aussi sur Radio Scoop. Elle est sortie il y a déjà quelques jours et elle est déjà sur Radio Scoop. Merci beaucoup LB1. Merci à toi.